Comment en sommes-nous arrivés là? Pertinente mais complexe question s'il en est. Nous allons tâcher d'y répondre. Pour débuter sur de bonnes bases, posons-en de solides. Définissons la vie. Différencier le vivant du non-vivant peut sembler simple de prime abord. Vous différenciez aisément vos animaux de compagnie de pierre ou d'eau. Mais quand il est question d'apposer des mots à cette différence, cela se révèle plus ardu. De nombreuses explications au concept de vie ont été proposées à travers les âges, mais je m'arrêterai sur une qui me semble particulièrement pertinente. Selon le célèbre physicien Erwin Schrödinger, la vie est l'ordre dans le désordre de l'univers, l'entropie. En effet, dans une réalité qui tend vers le désordre, quoi de plus étonnant que des êtres qui sont amoncellement de plus petits organismes agencés entre eux, les cellules. Ceci est un point important qui peut changer notre perception de la continuité de la vie, une fois connue. Quand une personne meurt, en réalité, il n'y a que sa liaison intercellulaire qui meurt. Par après, avec la décomposition, les cellules unions d'organites se meurent, et ainsi se meurent les organites unions de molécules organiques. Mais ce dernier état étant la base de la vie, il se meurt mais sert encore. Pour ainsi dire, il se transmet. Le cycle de la chaîne alimentaire fait alors son œuvre et nourrit des êtres vivants, existants et parfois à venir. Ceci précisé sur le concept de vie, vous allez pouvoir remarquer un amusant parallèle avec ses débuts. En effet, l'origine de notre vie se trouve à une époque cataclysmique sur Terre. Des volcans grondants et de tempétueuses tempêtes faisaient rage il y a 4 milliards d'années. Et dans ce chaos émergea la vie. Une union de carbone, hydrogène, oxygène, azote, phosphore et soufre et d'autres éléments négligeables forma les premières molécules qui formèrent les premières organites qui elles-mêmes en s'associant furent à l'origine des premiers êtres vivants unicellulaires, les ancêtres de toute vie sur Terre. Dit comme ça a l'air simple. Et la vie n'a pas vraiment grand-chose de particulier, d'unique, et vous auriez raison de le faire remarquer. Mais la vie a bien son truc à elle pour être exceptionnelle. La molécule d'ADN. Cette molécule d'ADN, d'acide désoxyribonucléique, est le plan de tout être vivant et fait de lui ce qu'il est. L'ADN est composé de 2 hélices, de désoxyribose et de phosphate, supportant des bases azotées de 4 types différentes. A, paire de T, et C, paire de G. Adénine, thymine, cytosine et guanine. C'est l'agencement de ces paires dans l'ADN qui mène à la diversité génétique des espèces. Un fait étonnant, cela dit, si l'on prend l'exemple de l'espèce humaine, un individu partage sur ses 20 000 gènes, répartis en 23 paires de chromosomes, 99% de ces derniers avec chaque autre être humain. Quand on se rend compte que ce pourcent permet tant de différences entre individus, on se rend compte que la vie pourrait prendre des formes auxquelles nous ne nous attendons pas. Pour bien comprendre nos différences, il faut revenir à un point que j'ai abordé plus tôt, les paires de chromosomes. Les chromosomes sont associés en paires, car ils portent en eux les mêmes gènes, par paire, mais au détail près que c'en sont des versions différentes, des allèles. Une paire de chromosomes contenant donc 2 informations, que ce soit les mêmes, on dira de l'individu qu'il est homozygote, ou des différentes, on dira de lui qu'il est hétérozygote, représente une partie du génotype de l'individu, l'ensemble des gènes de son génome, et va déterminer selon certaines règles bien précises le phénotype de l'individu, c'est-à-dire l'ensemble des caractères qui s'expriment chez lui. Les règles pour le choix du phénotype sont assez simples. Si les 2 allèles sont semblables, eh bien ce sera le seul caractère qui est disponible qui s'exprimera.
Si les deux sont différents par contre, ce sera le dominant qui s'exprimera, à contrario du récessif qui ne se verra pas chez l'individu. Si les deux ont la même force, alors deux cas sont possibles, codominance ou dominance incomplète. Mais un exemple vaudra mieux que de trop nombreuses explications. Posons une espèce et des caractères. Prenons une vache et les couleurs blanches, noires et brunes, et disons l'allèle brun dominant et les couleurs blanches et noires de même force. Voici tous les cas possibles. Premier cas, un allèle porte le caractère brun. La vache sera brune, peu importe l'autre allèle. Deuxième cas, elle est homozygote sur un des récessifs et est donc blanche ou noire. Et les deux derniers cas possibles, si un allèle est blanc et un allèle est noir, alors la vache sera soit grise par dominance incomplète, soit blanche à tache noire, ou noire à tache blanche, selon le point de vue, par codominance. Prenons les couleurs d'yeux. 3 gènes rentrent en jeu. 2 sur le chromosome 15, décidant des couleurs brunes dominantes pour les deux et bleues récessives, et un autre sur le chromosome 12, déterminant la couleur verte dominante ou la couleur bleue récessive. Pour repréciser, la force décroissante des allèles est brun, vert et bleu. C'est-à-dire que si un seul des allèles des gènes où le brun peut s'exprimer est brun, alors l'individu aura les yeux bruns. S'il y a un allèle vert parmi les 6 et qu'il n'y a pas de brun, l'individu aura les yeux verts. Par contre, pour avoir la couleur bleue, il faut avoir les 6 allèles bleus. Dit comme ça a l'air bien. Il y a quelques possibilités différentes. Ça suffira. Ouais, il en manque, n'est-ce pas? Des yeux pairs, des yeux à zèle, des yeux verts. Tant de nuances possibles. Tout ça dû à quoi? Un peu d'aléatoire sans nul doute, mais ça, c'est une autre histoire.